mon bel univers, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une auteure qui parle des tabous familiaux, des désirs interdits et de la maternité. Alors, elle s'appelle Stélia Bwanga et son recueil s'intitule La main de la mère, suivi de Et si maman savait. Deux nouvelles, deux atmosphères où la mère, parfois présente, parfois invisible, demeure la figure centrale, tantôt guide, tantôt juge. Mais avant de plonger dans ce livre, découvrons qui est Stélia Bwanga derrière les mots. Née à Mwanda dans la deuxième province du Gabon, Stélia Bwanga est sociologue et anthropologue. Elle travaille au Conseil gabonais des chargeurs. La main de la mère, suivie de Et si maman savait, est son premier recueil de nouvelles où elle interroge la stérilité, les tabous et la résilience des femmes. Clap sur notre invité. Bonjour Stélia Bwanga, comment allez-vous? Je vais bien. Alors Stélia Bwanga, on va parler ici d'amour, d'interdit, d'inceste, mais avant tout, c'est-à-dire au-delà de la biographie officielle, qui êtes-vous derrière les pages? Alors, je suis une maman de... Je peux dire mon âge, non? Bien sûr. Je suis une maman de 42 ans, fière déjà de le dire. Alors, j'ai deux petites princesses. Je suis, comme c'est écrit, chargée des projets au Conseil gabonais des chargeurs. D'accord. Voilà. Alors, vous avez une devise? Qu'est-ce qui vous définit? Trop entière pour aimer à moitié. Trop entière pour aimer à moitié. Waouh. Merci Stélia. Alors, officiellement auteur d'un livre. Pour vous, écrire ce livre était-il un besoin, un exutoire ou un acte de résistance? Un peu des trois, je pense, parce que je crois que j'ai écrit depuis, quand je me rappelle bien, j'écris depuis que je suis en 4e. D'accord. Quand j'ai acheté mon premier agenda. Et pour faire une confidence, je crois qu'il va se reconnaître. J'ai écrit à un garçon que j'aimais bien une lettre de 3 pages. Waouh. L'inspiration. Oui, c'est lui qui m'a rappelé. Donc, en fait, j'écris en même temps que j'ai besoin de lire. Quand je lis, j'ai besoin d'écrire, donc j'écris tout le temps. Donc faire sortir cet ouvrage, c'était un besoin, vraiment un besoin. J'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais au fond de moi en ce qui concerne les questions de femmes, essentiellement. D'accord. Alors Stélia, puisque vous venez de nous dire que vous écrivez depuis la classe de 4e, c'est ça? Alors quel est le souvenir que vous avez d'un professeur de français autour d'un livre au programme? Alors, c'était pas un livre au programme, c'était mon grand frère, il était en classe de première. Il faisait une série scientifique et moi, j'étais en 4e et il avait les bouts de bois de Dieu des Samba Ousmane à lire. Le livre était vraiment volumineux. Il aime la lecture, hein, je tiens à préciser, mais avec les maths et la science physique et tout le reste, il m'avait demandé de lire le livre pour lui et de faire en fait une fiche de lecture. Et j'étais complètement abasourdie. C'est un livre qui m'a fait pleurer, qui m'a révoltée. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des livres en considération. Donc à chaque fois que je lisais un livre, je me plongeais entièrement à l'intérieur. D'accord, merci. Les bouts de bois de Dieu de Samba Ousmane que nous avons bien sûr lu et aimé. Alors, si vous deviez donner une définition personnelle de la littérature, quelle définition donnerez-vous? Voyage. En un mot, la littérature pour Stélia Bwanga est un voyage. Alors, dites-nous, à quoi ressemble votre quotidien d'écrivain quand vous êtes chez vous? Puisque vous êtes écrivaine. C'est un vaste programme. Généralement, je suis une maman solo, donc des charges et tout entre le boulot, parce qu'on se réveille très tôt pour être au bureau. Ensuite, il faut rentrer. Généralement, j'écris le soir, après avoir couché mes filles. Je prends 2-3 minutes. Je relis ce que j'ai déjà écrit. Ensuite, je peux écrire jusqu'à 22h. D'accord. Le temps que mon émission à la radio commence et puis après, je m'en vais. Ah, votre émission? Oui, je veux dire une émission que je suis depuis des années. C'est laquelle? Radio Foot International. Radio Foot International. Sur RFI. Sur RFI. Voilà. Ah, donc vous êtes passionné de foot?
Oui. En fait, quand j'avais 15 ans, j'étais tombée amoureuse d'un garçon, mais on m'avait dit que c'était pas un garçon pour moi, que j'étais pas une fille bien pour lui. Il fallait être intelligente, il fallait être. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui concerne toutes les activités qui concernent autre que l'école. Ouais, Donc j'ai commencé à m'intéresser au foot, à lire, parce qu'il fallait être cultivé pour paraître Rentrer bien. dans les codes. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec le foot. Donc l'équipe du Brésil, le Real de Madrid, D'accord. les Panthères bien sûr. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus allée au stade parce que faut avoir le cardio pour aller pour supporter les Panthères, vraiment il faut avoir le cardio. On aime mettre les organes quand Voilà, il quand s'agit il s'agit des des Panthères. Donc mais j'écoute beaucoup plus Radio Foot parce que ça me donne le bilan de tout. Donc je suis d'abord les actualités, après j'enchaîne avec l'émission. D'accord. Ah, Stella a beaucoup de cordes. Alors, Stella, dites-nous, votre recueil est voilà, c'est votre première publication. Donc, est-ce un pas que vous avez mûri depuis longtemps, avec l'envie de nous installer durablement en littérature, ou est-ce plutôt une aventure née d'une circonstance presque par... C'est un pas, le premier que j'ai fait, et puis là, je suis en train de préparer un autre roman. Toujours dans mathématiques. D'accord. Parce que comme vous l'avez dit, je suis sociologue et pendant mes études, je me suis intéressée aux questions de femmes. Donc, mon thème de mémoire, c'était le célibat par prédestination. D'accord. Donc, à cause de ce thème-là, j'ai beaucoup exploré l'univers des femmes, que ce soit en Afrique, au Gabon. Comment est-ce que les femmes sont représentées dans la société? Quelle est la place de la femme dans la société? Du coup, le prochain roman, ce sera aussi une femme forte qui va devoir prouver. Toujours cette histoire de prouver. Hein. Donc, voilà, on doit prouver, on prouve tous les jours. Je le dis parce que même au sein de nos sociétés, trouver des femmes leaders, c'est compliqué. Bien sûr. Et quand une femme est leader, on demande beaucoup plus à une femme qu'à un homme. Un homme, il peut faire il peut fauter 2-3 fois, ça passe. Mais une femme, quand elle a des responsabilités, tous les yeux sont braqués sur elle. Et être femme, chef de famille, chef dans une entreprise, c'est beaucoup plus de pression. Merci Stella pour ces quelques confidences et merci beaucoup. Alors, découvrons le livre ensemble. Ouais. Stella vous en dira plus sur la femme, la figure, sur cette histoire de prouver toujours au quotidien qu'on est une femme forte, une femme résiliente et une femme battante, comme ils aiment bien sûr dire, femme d'impact, bien sûr, juste après le générique. Alors, Stella, la main de la mère suivie de « Et si maman savait ». Pourquoi ces deux nouvelles dans un recueil? Je voulais faire un roman et puis après, c'est un texte, il est paru en 2024, mais c'est un texte que j'ai écrit depuis 2022. Donc, les titres originaux n'étaient pas ceux-là, déjà. On a dû, avec Monsieur Renaud, travailler sur quelque chose qui pourrait impacter. Parce que quand on est nouveau dans un domaine, on pense généralement que ce qu'on fait, c'est bien. D'accord. Et puis, il a proposé, on a validé, la maison d'édition a validé. Du coup, on a sorti ces titres-là. Donc, c'est des histoires où la mère est présente en tant que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, très bien même dit dans votre introduction. Merci. Soit elle est juge, soit elle accompagne, mais elle est là. D'accord. Alors, parlons de la couverture avec le fruit rouge. Que, je sais pas si le fruit existe chez les autres, mais je crois qu'il existe. Oui, parce que au Gabon, toutes les ethnies connaissent d'autres vont dire le Tundu, d'autres vont dire Tundi, ça dépendra de l'appellation. Mais en français, j'ignore le nom. Moi aussi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le nom en français. Alors, cette couverture, c'était là. Pourquoi le choix de la couverture? Parce que ce fruit Tundu apparaît uniquement à la deuxième nouvelle. Et si maman savait. On a fait un peu dans le moment où je préparais la parution du livre, j'avais des événements familiaux un peu compliqués. Du coup, on était dans la rapidité. La maison d'édition qui en France me demandait qu'est-ce qu'on met en page de couverture, qu'est-ce qu'on met en 4e de couverture. Même ma photo, c'est une photo que j'ai prise dans ma galerie comme ça.
Mais ça me tenait à cœur parce que ce fruit-là a une importance dans la deuxième histoire. C'est un lien que Itou avec sa grand-mère. Donc, je voulais relever ça dans la couverture. Parce que le premier titre, déjà, à lui seul, il s'impose quand on a le livre. Exactement. Donc, je voulais rappeler, en fait, que à part la main de la mère, il y avait une autre histoire derrière. Et pour créer aussi la curiosité, parce que quand on regarde le livre, on aimerait savoir pourquoi ce fruit, bien Donc, sûr. Il faut aller lire. À chaque fois qu'on me dit, mais pourquoi le fruit? Je dis, non, allez-y lire. La deuxième histoire, vous allez comprendre pourquoi il y a le fruit sur la couverture. Exactement. Et là, je me suis même dit, bah, il fallait mettre, et si maman savait, suivi de la main de la mère, parce que c'est la deuxième nouvelle, pardon, qui répond entièrement à la question de la couverture. Cette couverture. Alors, mais concernant toujours le fruit, l'automne, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il symbolise? Et aussi en lien, c'est vrai qu'il y a le lien entre Itou et la grand-mère, pour rappeler ce lien fort concernant les circonstances du départ de la grand-mère. Mais là, pour vous, est-ce que vous avez cherché une définition du tundu? Qu'est-ce qu'il représente? Ce fruit qui est tantôt sucré, il est aussi aigre. La vie. La vie. La vie. Ouais, la vie, elle est comme ça. À un moment, elle est tout à fait sucré, vraiment tout est à merveille. Et puis il y a quelque chose qui vous rappelle que derrière toute cette sucrerie là, il y a quelque chose d'aigre qui ressort, comme pour vous tenir en vie. Vous dire, faut pas trop dormir sur vos lauriers, faut bouger un peu. Alors concernant vos personnages, donc dans la première nouvelle, on a Michel, ami avec Marie-Pauline, fille d'ambassadeur, et Stéphane, voilà, Michel, voilà, tombe amoureuse de Stéphane jusqu'à se fiancer. Et de l'autre côté, on a cette Itou qui se questionne sur sa naissance, sur son identité, et qui finalement va découvrir quel est le secret derrière sa naissance. Et là, on lit des personnages féminins parfois vulnérables. Pourquoi ce cheminement? Peut-être une représentation de ce que je suis, peut-être. De la facette que toutes ces femmes représentent. On est une femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une maman solo qui doit être forte devant ses enfants, forte au bureau pour répondre à ses responsabilités, mais qui derrière se pose beaucoup de questions, qui est vulnérable. Quelle est ma vie? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je vais arriver à subvenir aux besoins, par exemple, de mes enfants, s'il m'arrivait quelque chose? Donc, j'ai voulu en fait des femmes qui sont à la fois fortes, mais qui, malgré la force qu'elles présentent, sont vulnérables. D'accord. Alors, toujours dans la première nouvelle, et on a cette Michel qui veut à tout prix conserver son foyer, qui veut enfanter. Parce que finalement, on se rend compte qu'elle est capable, voilà, d'enfanter. Et du coup, on a cette idée de commun de mortel qui revient toujours, c'est-à-dire pour retenir son mari ou tenir son foyer, il faut à tout prix enfanter. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est, c'est-à-dire le garant d'un foyer, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on doit dépasser, parce que c'est un cliché, on doit dépasser ces clichés. La société a évolué, mais j'ai l'impression qu'on évolue, quand la société évolue, on prend certaines choses qui nous plaisent et d'autres on les laisse. On veut garder toujours le cancan de, par exemple, pour prendre un exemple simple, dans le foyer, c'est monsieur le chef. Ça, on est bien d'accord que c'est monsieur le chef. Mais quand il s'agit de partager les tâches, monsieur se prend tout ce qui est bien. Après, il faut dire, bon, on fait moitié-moitié, on fait 50-50, je paye l'eau, tu payes l'électricité et tout le reste. Mais quand il s'agit, par exemple, d'être le garant de trouver le garant du foyer, ça revient à la femme. Culturellement, ça revient à la femme. C'est son fardeau à elle de prouver que le monsieur est fécond. Pas que elle est féconde, non, que le monsieur est fécond. Qu'il a engrossé, voilà, son ventre est là. Il y a un enfant qui est né, il y a des enfants qui sont dans la cour. Le monsieur est fort. Non, toujours avec la figure de Stéphane, ce monsieur. Alors, Stéphane, ici, quand on avance dans le récit, sa figure, voilà, son personnage disparaît totalement. Il disparaît totalement sans explication. Je me suis posé, est-ce que c'est une volonté personnelle ou c'est finalement un choix qui s'est imposé pendant l'écriture? Oui, c'est un choix qui s'est imposé parce qu'après qu'il soit venu confirmer qu'il ne voulait plus d'elle, je ne le voyais plus
apparaître dans le récit, n'avait plus son importance. Quand on lit la trame de l'histoire, ça se passe en un seul jour. Bien sûr. Parce que d'autres me l'ont reproché, ils avaient du mal à faire le va-et-vient entre l'histoire qui se passe en une seule journée et les rappels à chaque fois que je faisais. À chaque fois, c'était elle repartait, elle se remémorait des choses. Voilà. Donc, c'est en une seule journée. Elle se lève le matin, elle se rend compte que son histoire est finie, qu'elle doit partir de chez elle. Donc, à la fin de l'histoire, il y a autre chose. Mais tout ça, c'est en une seule journée qu'elle repense à tout ça. Donc, vraiment, quand à cette partie de l'histoire, je ne pensais pas que Stéphane avait un autre rôle à jouer que celui qu'il avait déjà joué là. Moi, j'ai essayé de faire une autre lecture que vous avez vous-même de manière implicite nommée dans vos propos. J'ai compris par là, bon, ça c'est moi, peut-être que comme la société refuse ou nous interdit de parler de l'infécondité de l'homme, vous avez aussi décidé dans votre écriture de l'éclipser. Alors, on va dans la deuxième nouvelle. Bon, vous nous dites ceci. Bon, ça revient à chaque fois dans le texte. Et si maman savait, elle m'aurait giflé, elle m'aurait renié, elle m'aurait peut-être même enterrée vivante. Et la question est de savoir cette peur viscérale de la mère, d'accord, qui revient à chaque fois dans la tête du tout. Je me suis demandé, est-ce que c'est un symbole de nos sociétés ou une blessure intime? C'est une... Répondre à la question. Vous avez... c'est vrai qu'on dit souvent dans la question, il y a la réponse. C'est à la fois une blessure pour le personnage, parce que à chaque fois qu'elle avance, elle doit se référer à sa maman. Elle a un lien fusionnel avec elle. Elles se sont battues, elles sont parties de Exactement. loin. Donc, malgré qu'elle ait ce besoin de se libérer, elle se dit, mais si je le fais, que pensera maman? Voilà. Et il y a beaucoup dans la société, même Stéphane, dans la première histoire, il se dit, si j'affronte ma mère et que je lui dis, bon, c'est bon, Michel n'a pas besoin de prouver qu'elle doit faire un enfant, je vais l'épouser, qu'est-ce qu'elle va penser? D'accord. Donc, c'est en fait un trait de société qui nous est, à nous les Africains, propre. On se réfère toujours, Dieu merci, on se réfère toujours à ses aînés. D'accord. Et si je fais ça, que va penser telle personne? Si je fais ci, que va penser telle personne? Ça permet de garder des valeurs, ça permet de se préserver de certaines choses. On n'est pas comme les Occidentaux, bon, je me lève, c'est bon, j'ai plus de parents, j'ai décidé de faire le tour du monde, tout seul avec mon sac à dos. Mais on est toujours dans la réserve. Si je fais ci, quelles seront les conséquences? Que vont penser les aînés? Que vont penser ma mère, la mon société, père? tout le monde en tout cas, exactement. Et là encore un autre extrait, vous nous dites, elle portait ce secret comme un vêtement collé à sa peau qu'aucune lessive ne pouvait laver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait longtemps que j'ai pas lu mon livre. Ça veut dire qu'elle portait ce secret, c'est qu'elle c'était tellement imprégné en elle. En fait, j'ai l'impression même qu'elle avait oublié. C'est-à-dire qu'elle avait légué au fin fond de sa mémoire. Ça pouvait pas ressortir. Généralement, quand on a un secret, on le garde très profondément, tapis au fond de soi. On n'a pas envie de le faire éclore, on n'a pas envie de le faire sortir. Exact. Alors, je vais prendre un dernier passage. Voilà. Et là, c'est toujours la mère. Elle dit à sa fille, donc, la mère résonnait encore en elle. Ma fille, une femme, voilà, doit apprendre à se taire pour préserver sa maison. Et là, ça revient un peu à ce que vous avez dit au début, que l'inceste, souvent, est tue. Voilà. Pour préserver la stabilité de la maison, de la famille, pour ne pas qu'il y ait accusation, pour que quelqu'un ne soit pas pointé du doigt. Parce que quand on pointe quelqu'un du doigt, ça, c'est pas seulement la personne qui est pointée, qui est accusée, c'est toute la famille derrière qui est accusée. Donc parfois, pour le faire, on est obligé de se taire. Et on garde ce secret, comme on disait tout à l'heure, au fin fond de sa mémoire. On peut pas l'enlever. On vit avec,
on se lève, on dort, il est là. Mais pour préserver la paix, préserver la stabilité, on préfère se taire. Exactement. Alors, une dernière question, bon, deux dernières questions. Donc, après avoir lu les nouvelles, il me fallait trouver un fil d'attache. Une question, en fait, qui devait relier un peu les nouvelles en dehors de la mer et autres. Et j'ai trouvé une question, je me suis dit, peut-on aimer librement quand la société et la famille jugent? Est-ce votre question intime en tant que femme? Oui, est-ce que je peux aimer librement quand la société et la famille jugent? Et la famille juge pour tout. Dès que vous amenez un inconnu auprès de vos parents, il y a des questions qui fusent. Donc la question, et c'est une question que tout le monde se pose, parce que généralement on prend un homme, on décide de s'installer avec quelqu'un après avoir l'assentiment, soit de sa petite sœur, de sa maman, de son père, ça dépend du lien qu'on a avec les membres de sa famille. Maintenant, la question que vous me posez, est-ce que moi, je peux aimer librement? Culturellement, c'est pas possible, parce que je veux toujours, le simple fait de me référer à mes filles, par exemple, fait en sorte que je ne puisse pas aimer librement. D'accord. Alors, Stella, une autre question. On va terminer par là avant de passer à la capsule littéraire. C'est de savoir, Stella, La main de la mer. Vous recommandez ce texte à partir de quelle classe? Le second cycle, donc le lycée. D'accord. Parce qu'il y a le collège et le lycée. Donc le second cycle, à partir de la seconde, s'ils sont suffisamment matures. D'accord. Les livresques, voilà, je suis avec Stélia Bouanga et nous parlons de son livre La main de la mer. Et si maman savait. Ce sont deux nouvelles, comme l'auteur l'a si bien dit, qui parle ici de la main invisible ou la main présente de la mer. Alors, si vous souhaitez lire ce recueil de nouvelles, il est disponible au prix de 10 000 francs au Gabon, au numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Pour ceux qui sont à l'étranger, n'hésitez pas, Amazon est ouvert pour vous. Alors Stella, et si ton livre était un cri de femme? On réfléchit pas. À l'aide. À l'aide. Et si ton livre était un secret murmuré? On peut pas murmurer un secret. Un secret murmuré, non, je peux pas. Je passe. Ok. Une provocation? Ouais, une provocation. Elle passe. Je passe encore. Une saison? La saison sèche. D'accord. Un fruit défendu? Fruit de la passion. Fruit de la passion. Un son? Un son, une chanson, ou un peu son... importe ce que vous voulez. Un son. Je dirais une chanson. Laquelle? Miroma d'Annie Fleur Batelili. D'accord. Un interdit? Les interdits sont sucrés. Les interdits sont sucrés, mais quand même, il faut un interdit. Il faut un interdit. Elle a cassé tout le monde. Non, je passe. Je passe. Un but. Un but, se réaliser. Se réaliser. Merci Stella d'avoir amplement joué. Merci pour ce moment de détente. Alors Stella, votre livre est en lice pour le prix littéraire des lycéens Paul Anissé Mondiégou. Alors sur je vais dire 10%, vous avez combien de chances de gagner? Pas beaucoup. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais déjà la seule qui n'était pas à l'éducation nationale. J'ai des concurrents, si on peut le dire comme ça, qui sont super calibrés, qui ont de l'expérience. Je pense que moi, je suis la petite note de fraîcheur. Généralement, la petite note de fraîcheur, ça passe. Et puis, il y a les vrais qui sont là, qui répondent aux critères. Mais sur 10%, je dirais 3%. Ah, mais c'est trop réducteur. 10%? Vous avez dit 10%. Bon, sur 100%. Non, sur 10%, vous dites 3%. Oui, 3% sur 10, il y en a 7. Et puis les 9 autres vont se partager les 7% qui restent. D'accord, c'était là 3%. Alors, juste pour vous dire que
en fait, les grands lecteurs, là, les grands auteurs, parfois c'est leur premier livre là, qui sort du lot en fait. Il faut pas suivre. Mais quand quelqu'un écrit Ebolo, par exemple, vous pensez que ça, Ebolo, ça... Non, je veux pas émettre un jugement sur Ebolo. Moi, je l'ai lu parce que une de mes filles l'avait au programme. Et puis on se pose des questions, mais attends, j'ai écrit quelque chose, parce que c'est la question à chaque fois que je me pose quand je vous ai par exemple présenté, quand je vous ai emmené le livre, je me suis dit, mais je m'ouvre là à quelqu'un, elle est très critique, elle beaucoup, qu'est-ce qu'elle va penser des quelques lignes que j'ai écrites? Donc, vous voyez que c'est, on respire. Non, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Voilà, les amis, je suis avec Stella Bwanga, nous nous disons au revoir. Voilà, Stella, votre mot de la fin. Merci beaucoup. C'est un honneur de participer. C'est la première émission que je fais pour le livre. Donc, je suis vraiment honorée et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Merci à vous, Stella. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre univers parce que ce n'est pas facile. On dit toujours que l'œuvre, c'est-à-dire un livre, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est quelque chose de personnel d'abord. Voilà. C'est vrai qu'on écrit pour les autres, mais je suis pour le fait qu'on écrive d'abord pour soi-même. Merci beaucoup, Stella. Les livresques, c'est pas ici que se termine notre émission Portrait livresque. J'étais avec Stella Bwanga et nous parlons de son livre La main de la mer. Voilà, l'auteur nous a rappelé que la littérature, même imparfaite, éclaire toujours nos contradictions les plus profondes. Merci à vous pour votre fidélité à Portrait livresque. On se dit à la semaine prochaine avec un nouveau portrait, un nouveau livre, une nouvelle voix. Mais attention, on n'oublie pas la tradition. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!